Chapitre 2 Saint-Pétersbourg, 21 juin 1914. Dimitri prit sa sacoche et se dirigea vers l'entrée où l'attendait un officier de la garde impériale. L'impératrice douairière occupait l'appartement d'Alexandre, à proximité de la chapelle dont les 5 coupoles bulbeuses étincelaient au soleil de juin. Le jeune homme grimpa les quelques marches et présenta son laissez-passer à son guide. Les 2 militaires montèrent ensuite au premier étage vers les appartements de la tsarine qui se trouvaient à proximité du salon chinois. Dimitri n'avait pas assez de ses 2 yeux pour admirer les nombreux miroirs, les stucs colorés, les statuettes, les tableaux et le mobilier où marbres et dorures magnifiaient l'espace d'un luxe baroque. Dans la plupart des pièces traversées, un grand poêle en céramique laissait imaginer le confort de ces grandes salles pendant les rudes hivers russes. Au moment où les 2 officiers arrivaient près du salon chinois, ils entendirent des cris. Soudain, une porte s'ouvrit à la volée sur un homme hirsute, barbu, éructant, vociférant, et qui avait visiblement taquiné une bouteille de vodka de très près. Dimitri et son guide se figèrent, de même que 3 militaires et un groupe de serviteurs du palais qui se trouvaient à proximité. « C'est le starets Grigori Raspoutine !» murmura l'un des valets, effrayé. Tout le monde connaissait au moins le nom de ce moujik auquel la tsarine Alexandra, tourmentée par l'hémophilie du tsarévitch, prêtait des dons de thaumaturge. Il avait pris une telle ascendance sur la famille impériale que beaucoup le craignaient, voire le haïssaient. Mais il restait intouchable. Dimitri l'observait. L'homme, malgré son état très alcoolisé, semblait encore puissant et redoutable. Personne ne bougeait, personne ne parlait. On eût dit que le temps, suspendant la scène, avait changé tout le monde en statue. Raspoutine, puisque c'était bien lui, les dévisageait tous, un par un, au ralenti. Son attention se porta sur le jeune lieutenant, sans doute à cause de son grand uniforme de hussard qui tranchait avec la simplicité des vêtements des autres personnes présentes. Il plissa les yeux, qu'il avait d'un bleu très clair, et fixa sur lui son regard hypnotique. Dimitri eut l'impression qu'il transperçait son âme. Il frissonna. Alors, le starets darda vers lui un doigt menaçant. « Toi, l'officier, tu vas partir loin, très loin, pour un voyage sans retour. Tu mourras hors de la Russie. Mais la vérité finira par triompher. » Puis, tranquillement, comme si rien ne s'était passé, il tourna le dos au petit groupe tétanisé et sortit de la pièce en titubant. Il y eut alors un long silence. L'officier qui accompagnait Dimitri haussa les épaules et lui chuchota « Surtout ne vous laissez pas impressionner par ce qu'il vous a dit. Cet homme-là est une vraie calamité. C'est un mystificateur et un débauché qui a ses entrées au palais. Il fait ce qu'il veut. Son influence sur la tsarine est incontrôlable. » Le lieutenant Malkine fut étonné de la liberté de parole de son guide, mais comprit que pour chacun des témoins, le besoin de parler supplantait la prudence. Les mots de séducteur, bagarreur, voleur, buveur et autres qualificatifs peu flatteurs firent office de défouloir. Dimitri essayait de ne pas trop prêter attention à ce qui lui avait été prédit. Ce moine n'allait tout de même pas lui gâcher le plaisir d'aller à Paris. Il haussa les épaules et se reprit. Il était 12h15, il n'y avait pas de temps à perdre pour gagner le lieu de rendez-vous. À l'heure dite, les 2 hommes arrivaient au salon de l'impératrice. Dimitri remercia chaleureusement son guide et frappa à la porte qu'un valet vint ouvrir. Il entra alors et aperçut dans un angle du salon donnant sur l'arrière du palais l'impératrice douairière assise dans une bergère entourée de 2 dames d'honneur. Devant elle, une boîte en bois d'environ 10 cm de long sur 5 de large était posée sur le dessus en marbre gris d'une petite table ronde.
Avancez, lieutenant Malkin, que je vous voie. » Il fit quelques pas et se mit au garde à vous, n'osant bouger. « Asseyez-vous. Il faut que je vous explique ce que vous venez faire ici. » Dimitri enleva son shako qu'il posa sur ses genoux, colla sa sacoche contre les pieds du fauteuil et s'enfonça précautionneusement dans son siège, faisant face à la vieille dame. Celle-ci le regardait, amusée. Bien que d'origine danoise, elle paraissait toute petite. Ses yeux foncés pétillaient. Dimitri se dit qu'elle avait dû être très belle. Veuve du tsar Alexandre III depuis 1894, elle était bien plus populaire que sa belle-fille, Alix de Hesse, mariée au tsar Nicolas II et devenue depuis la tsarine Alexandra Féodorovna. Comme sa bru, elle aussi avait en son temps russifié son nom de Dagmar du Danemark en Maria Féodorovna et avait embrassé la religion orthodoxe tout autant que l'histoire de la Russie éternelle. De sa jeunesse à Copenhague, elle avait gardé la haine de la Prusse et désormais de l'Allemagne, qui avait annexé les 2 duchés du Schleswig et du Holstein en 1866, propriété personnelle de la monarchie du Danemark. Évidemment, l'origine allemande d'Alix de Hesse n'arrangeait pas vraiment les rapports familiaux, même si cette dernière se dévouait corps et âme depuis son mariage à sa nouvelle patrie. La tsarine Maria Féodorovna s'adressa à Dimitri. « Le colonel Dobrovine m'a dit que vous deviez partir dans 3 jours pour Paris, pour y préparer avec notre ambassadeur le voyage du président français en Russie. »« Oui, en effet, Votre Majesté. Je sais que cela peut paraître futile, mais je voudrais vous confier une mission plus personnelle. J'aimerais que vous portiez à ma sœur Alexandra, en Angleterre, le coffret que voici. » Elle montra l'objet en bois posé sur la table devant elle. Il s'agit d'une boîte à musique créée ici à Saint-Pétersbourg par Pierre-Carl Fabergé. Je sais bien qu'il existe à Londres une succursale de sa joaillerie, mais ce modèle est une pièce unique, réalisée spécialement pour elle. Ma sœur, la reine Alexandra du Royaume-Uni, doit fêter ses 70 ans le 1er décembre prochain. Certes, nous avons le temps, mais il n'est pas facile de trouver le bon messager pour ce type de colis. Je sais que vous parlez anglais et que vous êtes quelqu'un de fiable. Je m'en remets donc à vous. » Dimitri acquiesça, tout en se demandant comment, seul, il allait pouvoir à la fois s'occuper du voyage du président français et faire le facteur entre 2 douairières. La tsarine ouvrit le coffret, dont le bois intérieur était tapissé d'un molleton gris clair, et prit dans ses mains la boîte à musique. Elle en souleva délicatement le couvercle, recouvert d'un émail rouge guilloché qui lui donnait un effet opalescent, et tourna une très petite manivelle. Aussitôt, le mécanisme s'enclencha. Le jeune homme regardait, fasciné, l'intérieur de l'objet. De minuscules dents de métal s'accrochaient chacune à leur tour à un rouleau en acier tout aussi délicat, égrenant doucement les premières notes de ce qu'il prit pour une berceuse.